Aujourd'hui, je m'en vais manger de la nourriture de la Côte d'Ivoire. À Calgary. Comment ça, tu sais ça? Ben là, ou d'autres. Hey Protéines, on est un groupe d'humour de l'Ontario. On tripe francophonie canadienne, puis on s'en va la rencontrer. Parce que oui, il y a des francophones hors Québec. Calgary a toujours été un lieu de passage et d'accueil. À l'intersection des Rocheuses et des Plaines, les dinosaures y ont accueilli un météorite, les bisons y ont accueilli les Premières Nations, qui ont accueilli les colonisateurs français qui viennent s'établir et fondent Fort-la-Jonquière en 1750 sur le bord de la rivière Beau. Mais qu'est-ce qui a bien pu attirer les colonisateurs français dans la région? Un gisement de pétrole? Une usine de cartes postales? Une rivière de vin blanc. Une forêt de baguettes. Eh bien non. Il s'agit plutôt de la traite des fourrures. Ben voyons donc! Non! C'est pas une forêt de baguettes. Moi, j'étais sûr que c'était la forêt de baguettes. 100 ans plus tard, Fort-la-Jonquière deviendra Fort Calgary à la demande d'un colonel anglais. Comme quoi, l'assimilation était déjà tendance à l'époque. Aujourd'hui, Calgary est toujours une terre d'accueil grâce à ses attraits économiques et naturels. En 2019, ce n'est pas 16, ni 83, ni 127, mais bien 17 000 immigrants qui se sont installés dans la métropole albertaine. Parmi eux, plusieurs s'expriment en français, dont les immigrants d'origine africaine qui comptent pour 4,2 de la population. Et 4,2 de plus d'1 million d'habitants, ça fait... plusieurs. Avez-vous déjà essayé de transplanter un arbre? Des fois, ça marche, puis des fois, c'est peut-être la même chose avec des humains qui se font déraciner de leur pays d'origine. Pour en parler, on s'en va rencontrer quelques nouveaux arrivants. Esdras, directeur général du Centre d'accueil des nouveaux arrivants francophones. T'es né au Rwanda. Et ça fait 23 ans maintenant que tu es au Canada. Tu es non seulement directeur général, mais un employé fidèle, hein? Toujours prêt oui, à sûr. mettre la main à la roue dans toutes les activités. Oui, bien sûr, oui. Dont celle-ci, du Ouais. jardin. Oui, ça, c'est le jardin communautaire. Puis, ça fait cette année qu'on a commencé à nous impliquer dans ce jardin. Et puis, avec les clients qui viennent, souvent, ils aiment travailler avec les mains, toucher la terre, parce que c'est leur tradition aussi. Parce que les gens viennent de plusieurs endroits où ils sont habitués à travailler la terre. Donc, c'est une bonne activité. Et notre partenaire qui a acheté la terre ici, et puis il l'a mis à la disposition de plusieurs groupes communautaires. Il s'appelle CCIS, Calgary Catholic Immigration Society. Donc, nous faisons partie de ce groupe-là, et puis nous avons plusieurs jardins ici. Je fais comme une liaison de CCIS avec toutes les agences francophones ici au Calgary. D'accord. Et qu'est-ce que ça vous apporte de venir ici jardiner ensemble? Bon, premièrement, c'est rencontrer les gens partout, spécialement les francophones. Comme on voit, il y a des gens d'Irak, des gens d'Afrique qui parlent français comme nous. Parce que c'est ça le but de ce projet, d'avoir des gens de toutes les communautés pour, comme ça, planter des choses, récolter ensemble, manger ensemble, partager. Les tout, c'est vraiment un sens de communauté. C'est vraiment le fun, c'est vraiment bien d'être dehors comme ça. Surtout pendant cette période de la pandémie, c'était bien de pouvoir avoir une activité à l'extérieur. Vous avez besoin d'offrir constamment des services aux nouveaux arrivants. C'est quoi ces services-là que le CANAF offre? En fait, pour comprendre ce que le CANAF fait, c'est le centre d'accueil. On fait l'accueil, l'établissement et l'intégration. C'est-à-dire que quelqu'un arrive le premier jour, il faut vraiment lui montrer, l'aider à chercher le logement, l'aider à trouver sa carte de santé, l'aider à trouver l'école pour les enfants. Comment on se sent, en fait, comme enfant d'immigrants comme ça? Est-ce que si on te pose la question, tu vas dire « je suis marocain » tu vas dire « je suis canadien », par exemple? Mais moi, ethnicité, c'est marocain, mais nationalité, c'est canadien. Mais quand même, je suis fier de mon héritage. Yeah, il est comme étudiant francophone aussi. Hein? OK. Il commence maternelle avec la francophonie jusqu'à le high school maintenant. C'est un francophonie Parce secondaire. qu'ici, un peu partout en Alberta, tu peux faire tes études en français. Tu as le choix. C'est les parents francophones ou tu as déménagé de Québec, tu peux avoir les cours français. Toutes ces choses, chaque personne a besoin chaque jour, l'aider à trouver l'équipement pour son appartement.
Toutes ces choses rentrent dans l'accueil. Et puis l'établissement, c'est les autres choses. Quand ils commencent à chercher l'emploi, on les aide à trouver un emploi, on les connecte à toutes les ressources dans la ville. Et puis c'est comme prendre quelqu'un qui n'a jamais connu le Canada avant, qui ne connaît rien du Canada, l'amener à pouvoir fonctionner dans la société. On a beaucoup de sessions d'information, on a beaucoup d'orientation avec les gens. On a aussi la connexion communautaire, les activités, comme des fois on organise les barbecues, les camps d'été, des choses comme ça qui permettent à la personne de se sentir à nouveau chez soi. C'est ça que nous faisons. Qu'est-ce que ça vous apporte de venir faire du jardinage ici? Nous, ça nous rappelle chez nous, C'est où chez vous? au Congo. Au Congo. C'est comme si on allait au champ, on venait, c'est pour le fair play, on vient, on arrose, la récolte, on amène des légumes frais à la maison. Nous, c'est comme chez nous, on mange naturel. C'est pas cru, on les mange pas cru. Ah, il faut pas manger. Non, on les mange pas cru. Stéphane est habitué de manger des choses pas cuites de toute façon. Son poulet, il le prend cru aussi, là. Je suis pas étonné. C'est quoi l'avantage d'un jardin comme celui-là par rapport à avoir un jardin chez soi, par exemple? Ça te fait sortir de la maison et on rencontre beaucoup de gens, d'autres cultures aussi. J'imagine qu'il y a plusieurs centres d'aide aux immigrants, mais vous, c'est particulièrement les immigrants francophones. C'est quoi les défis particuliers pour les immigrants francophones ici à Calgary? Les immigrants francophones, nous avons deux grands défis. Bien sûr, c'est le défi linguistique, parce que c'est une grande barrière, l'anglais. Et puis le deuxième, c'est le nombre, parce que des fois, on a les petits nombres des immigrants francophones. Alors, pour organiser un service pour les petits nombres, il faut s'organiser, vraiment choisir les activités qu'on peut faire. Mais on continue de travailler avec tout le monde et puis on invente des façons de faire. Donc chaque jour, on en apprend de nouveau. C'est vraiment magnifique ce qui se passe ici. On a cultivé, maintenant c'est le temps de cuisiner. On s'en va découvrir la nourriture ivoirienne. J'ai déjà eu la chance de me promener dans quelques pays africains où j'ai pu manger des choses différentes, comme par exemple des chauves-souris. Là, on rencontre Marie-Louise, qui est ivoirienne et qui va nous faire découvrir la nourriture de chez elle. Donc, on va prendre de la tchéké. Stéphane, il a quand même beaucoup voyagé, tu sais, fait qu'il n'est pas complètement ignorant par rapport à ce qu'il voit, là, en ce moment. Complètement ignorant pour plein d'autres choses. Oui, mais pas ça. c'est ça! Donc, voilà les ignames. Ça a déjà été coupé, sinon elles sont plus grosses et elles ressemblent un peu aux pommes de terre, mais en mieux, selon moi. OK. Voilà. Et du là, plantain. on a du plantain. L'Afrique, c'est des milliers de kilomètres, c'est des dizaines de pays, donc il y a plein de cultures et il y a plein de nourritures différentes. Comment on fait pour rassembler tout ça dans une petite épicerie comme ça à Calgary? D'accord. Déjà, ici, à Calgary, il y a une forte communauté nigériane et ghanéenne, parce qu'ils parlent déjà de l'anglais. Donc, la plupart des épiceries sont tenues par des Nigériens et des Ghanéens. Donc, on trouve plus de nourriture de chez eux. Mais en Afrique, on a vraiment les mêmes nourritures de base, comme l'igname, le plantain, le manioc, mais c'est juste présenté différemment, simplement. Donc, quand on vient dans une épicerie africaine, on trouve la majorité de nos produits et on ne manque de rien. Franchement, l'intégration en termes de nourriture, pour nous, les immigrants, en tout cas, il n'y a rien à dire, c'est vraiment parfait. Ça fait quelques années que tu es ici à Calgary. As-tu vu une progression, disons, dans l'offre de produits africains ici? Oh oui, oui, parce que quand je suis arrivée il y a 5 ans, il y avait moins de magasins. Et de Chosen, par exemple, elle en a ouvert 2 en l'espace de 2 ans. Donc, les 2 dernières années. Donc, pour dire qu'il y a quand même une demande. Je suis très portée sur la nourriture africaine, parce que ça me permet de rester proche de mon pays. Et voilà, mais j'aime découvrir. J'aime beaucoup découvrir la nourriture d'ailleurs. Voilà. Ben, moi aussi, j'ai le goût de découvrir la nourriture d'ailleurs, donc on va aller déguster ça. Parfait! Merci beaucoup, Keltouma, de nous accueillir chez toi. C'est très gentil. Cousine de Marie-Louise, mais qui vient pas de la Côte d'Ivoire, qui vient du Tchad. C'est quoi ton parcours pour te rendre jusqu'à Calgary?
J'avais une bourse du Comité international olympique. J'étais d'abord aux États-Unis. Du Tchad, j'étais allée aux États-Unis. Et après, il était question que je vienne ici au Canada et j'ai pris l'opportunité pour venir depuis 2000. Tu étais une athlète reconnue pour le sprint. Tu as gagné une 50aine de médailles internationales. C'est une porte d'entrée différente pour immigrer. Est-ce que c'était un choix plus facile? C'est pas facile parce que vu que tu dois laisser toute ta famille en Afrique, et venir ici toute seule, c'est pas facile. Mais à la fin, je suis devenue canadienne, donc j'ai pas fait un mauvais choix. Ça, je pense que c'est le plus proche que Stéphane a été de faire du sport cette année. Là. Être à côté d'une athlète olympique. C'est le plus proche. Oui, le sport par proximité. Et toi, Marie-Louise, tu as décidé par toi-même, en fait, de quitter la Côte d'Ivoire, venir ici. C'est quoi le déclic? Pour faire court, en fait, j'étais en France, je faisais mes études en France et avant de rentrer en Côte d'Ivoire, quand j'ai eu mon diplôme d'ingénieur, j'ai appliqué pour la résidence canadienne parce que je voulais avoir un second choix. Donc, je l'ai fait et dans ce temps, c'était en 2000 et c'était super rapide. Donc, le temps que je rentre en Côte d'Ivoire, j'ai obtenu la résidence canadienne. Du coup, je me suis quand même posée en Côte d'Ivoire pendant quelques années parce que je voulais acquérir de l'expérience dans mon domaine puisque je suis ingénieure télécom. Et donc, j'ai travaillé. Après, j'étais à la recherche de nouveaux challenges. J'ai décidé de venir en Alberta. Quand on arrive d'ailleurs, en tant que francophone, est-ce que Calgary est une ville accueillante pour les francophones? Je dirais si tu cherches, oui. Okay. Ce sera pas comme tout de suite, là, mais il y a des organismes comme le CANAF qui accueillent les nouveaux arrivants francophones. Il y a quelques organismes qui sont là, mais il faut les connaître. Donc, faire une petite recherche ou bien en entendre parler par la personne qui vous accueille. Et ensuite, à partir de là, ça devient facile parce que ces organismes sont bien outillés pour accompagner les immigrants dans leur intégration. Évidemment, tout le monde va parler de la différence de climat entre la Côte d'Ivoire et l'Alberta. Il y a quelques degrés de différence. Ah oui, il y a quelques degrés, oui, mais je pense qu'on s'y fait quand même avec le temps. Et après, c'est un choix. Quand on choisit de venir au Canada, il faut intégrer qu'il y aura un changement de climat. Malgré que j'ai fait 20 ans ici, mais j'ai toujours peur du froid. Vu que je viens de là où il fait plus 40 et tu viens ici, c'est moins 30, moins 40 deux fois, c'est pas facile. Mais travailler en Côte d'Ivoire ou travailler ici, est-ce que c'est différent? Oui, c'est vraiment différent. C'est une autre mentalité, on va dire. Ici, ce que j'aime beaucoup, c'est la diversité. Étant donné qu'il y a plein de gens qui viennent de partout, c'est un melting pot de plusieurs nationalités et ça fait qu'on apprend beaucoup plus. Un des défis pour les immigrants, c'est entre autres d'avoir de l'expérience canadienne. Souvent, il y a des employeurs qui vont demander ça. C'est quoi ton opinion là-dessus? Et je trouve ça un peu difficile, à vrai dire. Maintenant, je peux comprendre avec du recul que les employeurs voudraient être sûrs que tu es capable de faire le travail. Mais en même temps, je voudrais aussi que le Canada comprenne que la plupart des gens qui font l'immigration, en tant que travailleurs qualifiés, sont des personnes qui sont compétentes. Parce qu'elles ont prouvé par leur diplôme qu'elles ont de la compétence. Donc, il serait bien quand même de pouvoir donner de la chance aux immigrants de travailler dans leur domaine et puis de voir de quoi ils sont capables. Comment vous voyez l'avenir, en fait, au niveau des immigrants francophones ici? Enfin, les prochaines années, je sais que si on reste ensemble et on continue, on aura beaucoup de choses à faire. Surtout que la langue française est très importante ici au Canada. Je pense que, dépendamment de l'économie de l'Alberta, il pourrait y avoir beaucoup plus d'immigrants. Ça dépend si les activités reprennent. C'est sûr que les gens seront plus intéressés à venir s'installer en Alberta. Donc ça va faire qu'il y aura certainement beaucoup plus de francophones ici dans la région, ce qui serait bien parce qu'on a vraiment besoin de francophones pour ensemble pouvoir promouvoir la langue française en Alberta. Santé. Santé. Merci beaucoup à vous. Merci Stéphane. Merci. Bon, on a bien mangé. Maintenant, il est temps d'aller dépenser toute cette énergie-là des bananes plantains. Bon, je vous dis pas comment, mais ça commence par tam, puis ça finit par tam.
Quand on émigre, on n'apporte pas seulement une valise de sous-vêtements. On transporte aussi des bagages de sa propre culture, comme la musique. On s'en va maintenant découvrir la grosse valise d'Aurélien, un percussionniste ivoirien. Donc, bonjour, nous avons aujourd'hui Stéphane qui va faire partie de l'équipe. Moi, j'ai grandi à Abidjan, qui est vraiment c'est une grande ville francophone. Donc, pour être honnête, je n'ai pas été vraiment immersé dans la culture du djembé. On le retrouve plus dans les zones rurales. Mais en étant très loin de l'Afrique, à un certain moment donné, oui, c'est comme tout immigrant, quoi. On a le mal du pays, on essaie de retrouver ses repères. Donc, j'ai pris mes premiers cours de djembé avec un djembé fola, un maître djembé, à Vancouver, qui s'appelle Kesekeyeo, qui était de mon pays, qui avait été immersé dans cette culture. Et à Calgary, ici, j'ai toujours cherché des doyens qui avaient plus d'expérience, dont Ibrahima est l'un de ces doyens, et avec qui je continue d'apprendre. Quand vous jouez du djembé ici ensemble, vous vous rapprochez en fait de votre culture? Je pense bien oui. Le djembé, c'est pas seulement un instrument. Je peux dire qu'un djembé, le djembé c'est une thérapie. Le djembé peut soigner mentalement, physiquement, moralement. De ton côté, Flore, est-ce que c'est une thérapie faire du djembé? Est-ce que c'est un plaisir? C'est un plaisir, et puis comme moi j'ai commencé pendant le Covid, du coup c'était de voir du monde. C'était une occasion de voir du monde et de sortir. Donc une thérapie sociale. Ouais. Tout ce qui est au niveau du stress, il y a des gens qui sont souvent dans des transitions. Ça peut être aussi des maladies reliées au stress. Souvent c'est la solitude. Le djembé représente vraiment, c'est un symbole de la joie. Et puis aussi, c'est un symbole de la vie ensemble. Il faut dire aussi que les sonorités du djembé ressemblent beaucoup au battement du cœur. Voilà. Donc, c'est un langage complètement universel. Donc, je vais juste vous démontrer un peu comment ces rythmes africains ont pu influencer d'autres rythmes de la culture africaine. Donc, par exemple, dans les Caraïbes, nous avons la musique afro-cubaine, nous avons dans les Caraïbes francophones, par exemple, le zouk. Okay? Nous avons aussi la musique afro-latine. Donc, ce que vous venez de faire tout à l'heure, ce rythme s'appelle, à Cuba, la habanera. Okay? C'est un rythme qui est très important, qu'on retrouve dans plusieurs genres musicaux en Amérique latine. Vous venez tous de pays où on parle français. Comment vous avez vécu votre intégration ici à Calgary en tant que francophone? Avant, pourquoi? Parce que moi, j'ai vécu ici à 20 ans. Avant, il n'y avait pas beaucoup de Français. En 2005, quand le boom a commencé, en ce moment, j'ai commencé à avoir des Français. En ce moment, il y en a beaucoup. Pourquoi? Parce que je pouvais même compter les membres de ma communauté guinéenne en ce moment. Mais maintenant, on a plus de 200 et quelques. Ah oui, hein? Membres de la communauté guinéenne qui vit à Calgary ici, qui parle français. Donc, je pense bien que ça se développe bien le français. À quel moment on sait qu'on est intégré? À quel moment on se dit le Canada, c'est ma maison? Il y a plusieurs étapes. D'abord, il y a la lune de miel. Voilà, c'est beau, c'est grand, c'est magnifique, j'adore. Ensuite, tu tombes dans une petite période de manque du pays, hein. Voilà, où souvent tu vas sur YouTube, tu regardes tes repas, tu veux écouter que ta musique, tu n'as aucun ami canadien, tu vois, tu es un peu dans une dépression, mais petit à petit, tu commences à t'habituer. Quand l'assimilation arrive, au fait, tu comprends ce que tu ne comprenais pas avant. Donc, l'assimilation commence quand tu commences à comprendre les raisons pourquoi le pays dans lequel tu es ont certaines mœurs différentes. Et au fil du temps, tu prends tous ces mœurs petit à petit. Et quand tu retournes chez toi, et là, tu te retrouves dans un choc de culture à la réveil. La culture canadienne, ce n'est pas une culture forte qui s'impose, mais c'est une culture où, au niveau des règles et du suivi
du civisme, il faut que tu sois un bon citoyen. Voilà. Donc la culture canadienne te laisse être ivoirien, mais bon canadien au niveau des règles. Et tu ne le ressens pas tout de suite, mais tu changes au fil du temps. C'est-à-dire, c'est pas que tu renies ton pays, mais il y a des trucs que tu vois d'un autre œil. Et je sais que je suis canadien à cause de ce civisme, parce que quand je prends l'avion, et il y a beaucoup de Canadiens autour, tout de suite, je ressens ce civisme-là. Ce respect de l'autre, ce respect de la politesse, etc. Et quand je suis dans l'avion, je sais que il y a une grande partie du monde qui est canadienne. Ben merci beaucoup à vous. Merci de m'avoir initié à l'art du djembé aussi. Un plaisir. J'aimerais ça finir ça comme l'appel de fin au djembé. Oui, c'est ce qu'on a fait pendant le cours. On y va? Oui. Alors ensemble, 3, 4, 5, on y va? Bravo! Bravo! Merci. Merci. Déménager dans une nouvelle maison, c'est de la job. Changer de province, ça, c'est compliqué. Mais déménager dans un nouveau pays, ben, ça demande pas juste de déplacer des objets. Faut aussi que les idées changent de place. Puis ça, c'est pas évident. Heureusement qu'il y a des organismes au Canada qui sont là pour aider les gens d'ailleurs à devenir des gens d'ici. En quelle année l'Alberta est devenue officiellement une province canadienne? 1905. Wow! Bravo! Oui, ils sont rentrés en 1905, mais on s'entend qu'ils vont sortir en 2025. Wexit! Quel est l'oiseau emblème de l'Alberta? Je vois que je dois travailler ma culture générale. Je n'ai encore